tu vas mettre tout ça bout à bout et tu vas trouver du coup l'estimation de calories dont tu auras besoin. Si on veut de la précision, c'est mieux en fait de simplement à chaque fois tout traquer, on rentre tout dans l'application et après degré d'importance de la génétique pour pouvoir participer à des compétitions de bodybuilding. Cette histoire de cru, cuit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent encore de peser cuit certains aliments mais pas d'autres, etc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 15e épisode du Minotaur Podcast. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un épisode qui va avoir pour thème le tracking des calories. On va voir un petit peu différents points durant cet épisode sur quelles sont les erreurs à éviter, etc. Comment tout simplement s'y prendre, comment on calcule au final sa diète, etc. Donc on va faire un petit peu le tour du sujet. Je vais essayer de pas perdre trop de temps, etc. Je vais essayer de faire un épisode qui va quand même être relativement court pour que ça soit un petit peu comme l'épisode précédent, une forme de guide un petit peu qui puisse vous aider. Et donc voilà, avoir un épisode de 2 heures, ça va être un petit peu relou pour vous si vous avez besoin de retrouver des informations, etc. etc. Donc voilà, ensuite, normalement en fonction du temps, donc on répondra aussi à une petite question que j'ai repoussée plusieurs fois, donc concernant la génétique et le bodybuilding. Donc on va répondre à cette petite question que j'avais reçue, que je trouvais plutôt intéressante. Donc en fonction du temps, on verra si on l'aborde. Et sinon, retour sur le dernier épisode, l'épisode 14. Du coup, en vrai, c'est un épisode qui a très bien fonctionné, entre guillemets. C'est un épisode qui a bien fonctionné, on va dire, à mon échelle, on dira, du coup, pour dire très bien fonctionné. Mais c'est un épisode qui a reçu beaucoup de commentaires positifs. J'ai eu quelques commentaires dessus qui étaient plutôt positifs, 2-3 messages aussi par rapport à cet épisode. Du coup, justement, là où je voulais en venir, c'est qu'il a été assez utile, apparemment. Il y a beaucoup de personnes, du coup, qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé cet épisode soit un peu comme au final un guide sur le volume, etc. Même beaucoup de personnes qui ont apprécié, on va dire, ma vision des choses, parce que j'ai essayé d'apporter une vision qui était simple, mais à la fois qui n'était pas totalement noire ou blanche. Donc si tu n'as pas vu cet épisode, franchement, je t'encourage à aller le voir. Je trouve que, pareil, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais pour le coup, je trouve que c'est un épisode qui est intéressant. Voilà, si vraiment t'es un peu perdu sur quel volume tu dois faire, etc., comment savoir quel est ton volume idéal, entre guillemets, etc., ça peut vraiment être une bonne idée d'aller checker cet épisode. Donc voilà, on y parle de pas mal de choses assez intéressantes. Et sinon, du coup, pour faire un peu le retour là, ces dernières semaines, c'est vrai que j'aurais bien aimé réussir à publier au moins toutes les 2 semaines du coup sur YouTube, et là il y a eu un petit peu plus d'écart. Ça dépend là quand est-ce que je vais réussir à publier ce podcast là en fait, mais du coup ouais, un peu plus de 2 semaines d'écart. Mais c'est vrai que bon, il y a eu des semaines c'était un peu compliqué, il y a eu des jours fériés, enfin il y a eu le 14 juillet, etc. J'ai été pas trop présent chez moi, on va dire, j'ai été un peu en déplacement, donc c'était compliqué. Voilà, j'ai toujours voulu que le podcast soit pas un format où je m'oblige à avoir une fréquence obligatoire, que ça soit un non négociable. C'est plutôt un format que j'aime bien faire tout simplement quand j'ai le temps, plutôt que d'être vraiment sur un créneau particulier. Mais c'est vrai qu'à partir du mois de septembre, logiquement, j'essaierai vraiment d'avoir une présence sur YouTube qui soit beaucoup plus régulière. Je vais essayer de commencer ça dès le mois d'août d'ailleurs, avec des petits formats vlog, etc. Donc plus d'activités. Et après, ça sera vraiment un non négociable d'avoir une vidéo par semaine. Donc ça je vais grandement y travailler dans mon planning perso, en fait, simplement pour pouvoir justement aborder ça. Sinon, du coup voilà, donc il y a 2-3 semaines là qui sont passées, 2 semaines on va dire. Donc d'ailleurs, au dernier épisode, j'avais parlé du coup que j'étais en train de changer ma prog. Donc à la rigueur, petit retour sur ça, et je suis toujours un petit retour sur ma progression, on va dire, entre les semaines, etc. Donc sur l'aspect entraînement, le changement de prog, il est plutôt intéressant, j'aime bien. Alors par contre, c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai été en déplacement, donc il y a eu des jours où je suis un peu en décalé, et je me suis retrouvé avec 2 jours de décalage là sur ma prog. Donc là, par exemple, là, il va falloir que j'aille faire un leg day juste après le podcast d'ailleurs, alors que normalement c'est plutôt un jour, je crois, où je suis censé faire, je crois que c'est épaule-bras, un truc comme ça, peut-être c'est un pec dos, je sais plus, mais du coup prog plutôt intéressante avec du coup une augmentation de la fréquence, tout en gardant un volume assez relativement élevé, on dira, si on compare avec tout ce qu'on a discuté, tout ce dont on a discuté sur l'épisode 14. Mais du coup, ouais, je suis plutôt content de ce nouveau programme. Pour l'instant, il me stimule bien, j'aime bien les séances. Elles sont assez rapides et au final, j'ai autant de volume qu'avant.
Donc on est plutôt bon là-dessus. Et pour l'instant, je suis sur une bonne phase où je progresse plutôt bien à l'entraînement, j'ai de l'énergie et tout, donc j'aime bien. Donc franchement, c'est cool, pour l'instant, ça progresse. Rien de plus à redire, j'ai envie de dire, sur ça. On va voir un peu comment ça évolue. C'est encore un peu tôt, là, ça fait, je crois, 3 semaines du coup sur cette prog-là. Je crois que c'est même que la troisième semaine du coup là. Donc un peu tôt pour s'avancer dessus, je trouve. Mais c'est bon signe, honnêtement, j'aime bien cette nouvelle programmation. En 6 training semaines, bien sûr. Du coup, voilà. Et sinon, aspect pro, on va dire, pas mal de nouvelles demandes de coaching, etc. Donc ça, c'est cool. Ça continue de toujours bien monter le coaching en ligne. Donc ça, merci à vous pour toutes les personnes qui me font confiance. Et puis, bah, merci aussi à tous ceux qui sont intéressés, qui me donnent un petit peu de force. Et puis, à toutes les personnes qui seraient potentiellement du coup intéressées par du suivi en ligne, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans ma bio directement. Vous aurez un formulaire de contact pour la demande de coaching, et suite à ça, moi je vous recontacte directement et on voit ça ensemble, on se cale un petit appel, tout ça. Appel bien évidemment gratuit, hein, si jamais il y en a qui se demandent, c'est vrai que je le précise jamais, mais l'appel de bilan, entre guillemets, pour faire connaissance, on va dire, l'appel de rencontre un peu, c'est bien évidemment un appel gratuit, hein, bien évidemment, pour faire le point sur votre progression et comment je peux vous aider, etc. Donc voilà tout. Sinon, ça me fait penser que, bah, comme je suis dans l'instant promo, pensez au code NMA-Minotaur sur Nutrimuscle. Je le dis toujours en fin de vidéo, mais il vaut mieux que je le dise quand même au début de vidéo. Et également, du coup, de mettre la petite review ou le like sur Spotify ou YouTube, de s'abonner à la chaîne également, bien évidemment, et de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Minotaur-coaching, bien évidemment. Et sinon, on va pouvoir démarrer ce sujet. On va essayer de pas trop s'attarder et on va attaquer ça directement. Donc, le tracking des calories. Comment ça fonctionne ? Comment on doit s'y prendre, etc. Il y a pas mal de questions qui reviennent, il y a pas mal de gens qui m'envoient, souvent bah, ça va être des personnes assez débutantes, c'est normal. Quand on débute, on sait pas trop comment ça fonctionne, même ça paraît un peu bizarre de tout calculer, comment on est censé calculer toutes les calories qu'on mange, enfin, c'est un peu, je peux comprendre que ça peut paraître un petit peu compliqué, c'est sûr que là même les intermédiaires, eux, ont peut-être un peu plus l'habitude, mais vous allez voir pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui sont un peu plus expérimentées, vous allez voir qu'après on va parler quand même des erreurs fréquentes, etc. Donc restez quand même, on va juste commencer par les bases pour les personnes qui débutent un petit peu. Donc dans un premier temps, on va devoir estimer, avant de parler de calcul des calories, il faut estimer combien de calories on va devoir manger. Ça, c'est une première chose. Il y a plein de personnes qui n'ont aucune idée de combien de calories ils ont besoin, et donc on va faire un point rapide là-dessus. C'est pas le sujet principal en soi du podcast, mais j'ai quand même envie qu'on passe rapidement dessus pour que quand même tout le monde ait au moins une petite vision de ce qu'il faut faire. Donc pour calculer vos calories, vous allez devoir estimer à peu près votre maintenance calorique. Votre maintenance est donc le nombre de calories que vous allez ingérer qui va vous permettre de rester au même poids, c'est-à-dire que vous êtes stable, vous êtes en maintenance tout simplement. Et donc pour estimer ce total calorique, eh bien il va falloir tester. Tester, c'est le plus simple. Vous pouvez bien évidemment du coup faire une estimation avec un calcul qui va être un calcul très simple. Vous allez sur n'importe quel site internet où vous marquez calcul, métabolisme de base, etc. Vous pourrez déjà, ou calcul TDEE même si vous voulez. Donc c'est Total Daily Energy Expenditure. Donc c'est la dépense énergétique quotidienne totale en gros. Donc tout ça, ça va être avec la base de votre métabolisme de base. Donc vous allez devoir calculer cette base-là qui va vous dire, ok, vous êtes par exemple un homme de 20 ans, de 1m80, 70 kg, hop, ça va vous donner un chiffre qui va être votre métabolisme de base. Et à partir de ce chiffre-là, vous allez pouvoir faire une estimation de combien de calories vous allez avoir besoin. À la suite de ça, vous testez et vous voyez. Moi, ce que je vais conseiller du coup en termes de macronutriments, c'est d'être toujours autour, on va dire, des 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines, que ça soit homme comme femme, honnêtement. Pas de différence sur ce point-là, je trouve. Après, voilà, en théorie, la fourchette, elle est de 1,6 à 2,2 grammes, on dit toujours que c'est à peu près ça. Personnellement, alors après, c'est peut-être un avis perso, mais j'ai toujours préféré être un peu plus haut en protéines que 1,6 g, toujours me situer vers les 2 grammes. Pour moi, c'est vraiment 2 grammes au minimum, et 2,2 grammes, 2,4 grammes de manière générale. Pourquoi ? Parce que je considère qu'aujourd'hui, la qualité de l'alimentation qu'on a, elle est moins bonne, tu vois. Je pense que la qualité de la protéine qu'on a aujourd'hui, elle est peut-être de moins bonne qualité que, tu vois, la viande rouge que tu avais il y a quelques années, enfin, il y a peut-être 10, 20 ans en arrière, etc.
on a pas mal de perturbateurs endocriniens, on a pas mal de notre nourriture qui est pleine d'OGM. On nous parle aussi que souvent la viande qu'on va acheter, si on n'achète pas directement un bout de barbac chez le boucher, c'est de la viande qui est gonflée à l'eau, etc. Donc moi, pour prendre une marge entre guillemets de sécurité, et même j'ai toujours remarqué que j'étais plus en forme quand j'étais haut en protéines de manière générale, et puis il y a aussi l'aspect plaisir, j'aime beaucoup manger de la viande, j'aime beaucoup tous les aliments protéinés de manière générale, que ce soit les produits laitiers, j'ai même envie de dire que même les protéines végétales, j'aime bien, tu vois. Donc c'est vraiment que des aliments que j'aime beaucoup dans mon alimentation, donc j'aime être assez haut en protéines pour le coup. Donc c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est d'être toujours autour des 2 grammes. Perso, je suis toujours à 2,2, je dirais à peu près 2,2, 2,3 dans ma diète au quotidien, que ça soit en maintenance, en sèche, je suis même souvent plus haut que ça, je suis plutôt à 2,5 g, et après si je vais faire un surplus calorique, pareil, hein, je vais toujours être à 2,2 g au minimum. Du coup, voilà un peu pour ce point-là sur les protéines. Ensuite, on va parler des lipides. Les lipides, c'est une autre variable qui est assez intéressante. En fonction de ton objectif, elle va être plus ou moins haute. Je noterai quand même, j'aimerais préciser qu'il y a une petite différence de lipides entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que un homme peut se permettre d'être un peu plus bas en lipides, si on parle en termes de grammes de lipides par kilo de poids de corps, qu'une femme. Pourquoi ? Parce que les femmes, suivant leur cycle, etc., elles ont beaucoup plus de fluctuations hormonales, et donc ça soutient un peu plus le système hormonal d'être haut en lipides, enfin en tout cas d'être un peu plus haut en lipides, d'éviter d'être trop bas, on dira plutôt. Donc c'est un poids qui est assez important, mais en vrai, on a beaucoup parlé auparavant, je trouve, de la fourchette, c'est-à-dire d'être toujours entre 0,8 et 1,2 g de lipides par kilo de poids de corps, alors qu'en réalité, on peut très bien fonctionner très très bien, sans aucun souci, surtout pour des hommes à 0,5 g de lipides, tu vois, il n'y a aucun souci. Par contre, le point important au final, c'est la qualité de tes lipides. Si tous tes lipides ils viennent de produits transformés, ils viennent de graisses saturées, etc. Alors, je mets pas un red flag sur les graisses saturées, bien évidemment, j'en consomme pas mal au quotidien, avec particulièrement les fromages. Les produits laitiers, souvent sont des graisses saturées, et pourtant sont des très bonnes graisses, tu vois, il n'y a aucun souci. Mais on va parler vraiment de l'aspect brut, d'éviter que les graisses viennent d'uniquement de produits transformés, et quand on est bas en lipides, quand on a seulement par exemple 40 grammes de lipides quand on fait 80 kg, tu vois, quand on est vraiment du coup assez bas en lipides, qu'on est dans cette fourchette basse, on a vite tendance du coup à avoir nos lipides qui vont être remplis par les lipides qui sont contenus par-ci par-là dans un petit aliment transformé, dans même tout simplement les pâtes, le riz, bon il n'y a pas beaucoup de lipides, mais au fur et à mesure ça ajoute, et du coup on se retrouve à avoir plus beaucoup de place pour des lipides de bonne qualité. Donc attention à ça, pour moi c'est un point primordial d'avoir quand même des lipides de bonne qualité, toujours une très bonne source de lipides dans la journée. Donc pour moi, voilà, si tu as au moins, j'ai envie de dire, du jaune d'œuf, des oléagineux, un poisson gras dans la journée, on va dire qu'on est quand même assez bon, en vrai, il n'y a pas trop de soucis, mais éviter les lipides issus de produits transformés, j'ai envie de dire, pour moi c'est un peu, on va pas dire la base, mais c'est ce qui évitera une mauvaise santé hormonale, je dirais. Et du coup, voilà, après pour les lipides, ça va dépendre de votre objectif, mais on va pas épiloguer trop longtemps dessus. Et puis du coup, on a du coup ce dernier point sur les glucides. Les glucides, tout simplement, ça va être le reste de votre apport. En fonction des calories que vont représenter vos grammes de protéines et vos grammes de lipides, à savoir que 1 gramme de protéines comme 1 gramme de glucides, tu vas être à 4 calories au gramme, et pour les grammes de lipides, 1 gramme de lipides égale 9 calories, donc c'est un peu plus du double, donc à prendre en compte dans ton calcul de cal, et en fait tu vas mettre tout ça bout à bout, et tu vas trouver du coup l'estimation de calories dont tu auras besoin, et tu vas tester ça, et tu vas voir si ton poids descend ou diminue, et comme ça tu pourras ajuster ta maintenance. Donc voilà, assez rapide sur cette partie-là, sur comment savoir combien de calories on doit calculer, etc. J'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Et on va pouvoir du coup passer directement à comment bien traquer ces calories. Pour moi, c'est vraiment le point, la base, le basique, et ça va nous faire découler ensuite sur toutes les erreurs à éviter. Alors du coup, comment bien traquer ces calories ? Quand tu vas traquer tes calories, il y a plusieurs points que tu vas devoir éviter. On va aborder plusieurs erreurs fréquentes.
Et du coup, pour moi, un peu, le premier point quand tu vas traquer tes calories, déjà, c'est de te munir d'une bonne application de tracking. Alors, il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a encore quelques années, le choix était assez limité. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, tu as MyFitnessPal, Fitatou, tu as Yoka, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, tu en as vraiment beaucoup aujourd'hui. Les leaders sont vraiment MyFitnessPal pour le coup. Tout le monde est sur ça. Personnellement, j'utilise l'application Fitatou. C'est pas du tout une pub ou quoi que ce soit, hein. Je la paye même pas. C'est une application gratuite comme MyFitnessPal. Ce que j'aime bien, c'est que il me semble que MyFitnessPal, pour la version gratuite, t'as pas forcément les macros, je crois, détaillés par repas. Tu les as que à la journée, alors que sur Fitatou, tu l'as directement. Il y a un petit peu de pubs qui sont parfois un peu relous, mais honnêtement, c'est pas trop gênant, je trouve. Et du coup, moi, Fitatou, j'ai toujours eu l'habitude, j'utilise ça depuis que je calcule mes cales, donc depuis 5 ans à peu près. Et je dis ça vraiment au quotidien, hein. Cette application, vraiment, là, il y a une banque de données avec tous mes repas depuis 5 ans, c'est abusé. Mais bref, et du coup, moi, je la trouve plutôt pratique. Du coup, le premier point, ouais, c'est de se munir d'une bonne application. Voilà, une application sur laquelle on aura l'habitude. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout de suite prendre les aliments que vous avez l'habitude d'avoir dans votre diète et tout de suite de les rentrer dans votre application. Une chose qui est importante, et ça peut être presque cette première erreur à éviter, c'est de bien avoir les données traquées sur votre application qui sont les mêmes, c'est-à-dire les mêmes valeurs nutritionnelles que ce que vous avez dans votre placard. Par exemple, vous allez avoir parfois des différences entre deux paquets de riz, entre deux marques de riz différentes, vous pouvez avoir des petites différences de calories. Là, je prends pas le bon exemple parce que le riz, c'est très rare qu'il y ait des grosses différences, pour le coup, c'est un aliment brut, mais dès que vous allez avoir des aliments un petit peu transformés ou pas totalement bruts, vous allez avoir des différences, et même sur certains produits surgelés, vous allez acheter, par exemple, si vous prenez un légume surgelé par rapport à un légume en conserve, parfois vous allez peut-être avoir des petites différences de calories, etc. Donc bien faire attention à ça, à bien avoir les mêmes données et les mêmes valeurs du coup que ce que vous rentrez dans votre application. Parce qu'au final, mis bout à bout, on peut se retrouver, par exemple, à titre perso, je me suis rendu compte d'une chose il y a quelques semaines là, c'est que les dates que j'achetais, elles étaient 30 calories plus élevées que les dates que je rentrais dans mon application. Donc c'est pas trop grave, ça représentait 15 calories par jour de différence, hein, c'est pas grave, mais mis bout à bout, ce genre de petites erreurs, parce que je m'étais dit, voilà, les dates c'est un produit brut, toutes les dates de la même variété de dates, donc là c'était des dates d'aiglettes, alors je sais pas comment ça se dit, mais voilà, tu vois, je me suis dit, toutes les dates font les mêmes calories au 100 grammes, tu vois, mais visiblement non, hein. Moi les dates que je prenais, apparemment elles sont plus caloriques du coup, bon. Voilà, donc attention à ce genre de petits points, donc ça représentait 15 calories de différence, mais tu vois, mis bout à bout, si tu as ça sur plusieurs aliments dans ta journée, tu peux vite être 100 calories au-dessus ou en dessous de ton objectif calorique, et donc ça peut être être un frein à ta progression, et j'ai envie de dire, encore plus dans un objectif de perte de poids. Imagine que en perte de poids, tu as l'impression d'être à 500 calories par jour de déficit, et en fait tu te rends compte que tu es qu'à 300 parce qu'il y a 200 cales de variables, tu vois. Donc ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Et d'ailleurs, dans ce genre de petit écart, on peut aussi avoir le non-comptage de tout ce qui va être les trucs dits zéro sucre ou zéro calorie, etc. Mais en général, ces choses-là représentent toujours quelques petites calories. Si on prend l'exemple des Monster très connus en musculation, tu vois, ta Monster, elle fait quand même 15 calories, je crois, au total, ça dépend lesquelles. Donc, à prendre en compte que, en vrai, il y a quand même 15 calories, tu vois. Donc, voilà, tu vois, c'est... Mis bout à bout, imaginons que tu en prennes 2 dans la journée, en plus de ça, t'es déjà à 30 calories. Si en plus de ça, comme moi, t'as fait une petite erreur sur des fruits secs ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà, il faut bien prendre en compte tout ça. Ensuite, un point que je voulais aborder sur comment calculer ses calories, donc on a déjà vu cette première erreur assez bête, mais qu'il faut bien prendre en compte, c'est que voilà, toujours avoir ces mêmes valeurs nutritives dans l'aliment qui va être dans notre application qui va calculer pour nous, et l'aliment qu'on a directement. Donc d'ailleurs le point sur lequel vous devez toujours vous fier, c'est pas les calories de votre application ou de ce que vous trouvez sur internet, c'est les calories qu'il y a sur la boîte de votre aliment. Donc si les valeurs nutritionnelles de votre aliment, ils sont 30 calories de plus que ce que vous voyez sur internet, c'est qu'ils sont 30 calories de plus. Alors peut-être que voilà, en réalité dans l'industrie agroalimentaire, il y a une marge d'erreur, et du coup il peut y avoir 10% d'erreur, mais bon, le mieux c'est de composer avec ce qu'on a sur la boîte écrite, c'est ce qui du coup se rapprocherait le plus de la vérité en tout cas. Donc voilà, pour éviter les erreurs bêtes, on dira c'est mieux de se focaliser là-dessus.
Et du coup, deuxième point en fait qui est un peu en rapport avec le tracking directement, comment traquer, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des plans alimentaires, qui vont suivre à la lettre et dès qu'ils vont déroger un petit peu au plan, ils ne vont pas réussir tout simplement à adapter, à recalculer de leur côté. Et du coup, ça, pour faire un petit peu le tour, en gros, quand vous avez par exemple un plan alimentaire avec vraiment un plan alimentaire du coup qui va vraiment être fixe, c'est-à-dire que vous avez marqué par exemple 150 grammes de poulet, 100 grammes de riz, 200 grammes de haricots verts et je sais pas quoi, par exemple, voilà, vous avez votre total de macronutriments sur ce repas-là, et du coup, vous avez par exemple plus de haricots verts, ou vous n'avez plus assez de riz pour en faire 100 grammes, vous avez juste assez pour en faire peut-être 80 grammes, et du coup vous allez avoir besoin de modifier un petit peu ce plan, parce que sinon ça va pas fitter les macros que vous étiez indiqués sur ce plan alimentaire, et là il y a beaucoup de personnes c'est pour ça qu'ils sont toujours sur des plans fixes, parce qu'ils n'arrivent pas du coup à mettre en place cette variabilité, simplement, savoir varier, savoir être flexible en fait, et du coup en vrai... c'est pas de la science infuse, c'est pas vraiment compliqué, c'est pas un point qui va prendre beaucoup de temps à développer. En réalité, vous avez juste à prendre un autre aliment du même type que celui que vous souhaitez remplacer. Et du coup, au final, ça pour dire que le tracking des calories, à partir du moment où vous avez une application sur laquelle vous traquez tout ce que vous mangez, c'est vraiment très simple. Donc en fait, que vous remplaciez un aliment par un autre, etc., etc., en vrai, prenez toujours le temps, même si vous avez une diète fixe. Par exemple, moi j'ai certains de mes clients en coaching en ligne qui, bien évidemment, ont une diète fixe, etc. Mais dès qu'ils vont remplacer un aliment, du coup, ils vont être en mode no tracking, quoi. Ils vont être en mode, oui, du coup, j'avais plus de ça, j'ai remplacé par ça. Je lui demande s'il a fité au niveau des calories, si c'était bon au niveau des macros. Il me dit, je ne sais pas. Là, je lui explique que, voilà, si on veut de la précision, c'est mieux en fait de tout simplement à chaque fois tout traquer, on rentre tout dans l'application et après c'est simple, on a juste à faire des copier-coller de jour en jour et c'est facile. Mais comme ça, dès qu'on a besoin d'un peu de variété, de flexibilité, l'outil de l'application c'est vraiment très très pratique pour le coup. Donc pour moi c'est vraiment la base et c'est vraiment très simple au quotidien de rentrer tout ce qu'on mange dans son application. Franchement ça prend strictement une seconde avant de manger, donc voilà quoi. Et du coup, il y avait un point sur lequel aussi je voulais venir, c'était sur cette histoire de cru, cuit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent encore de peser cuit certains aliments mais pas d'autres, etc. On entend beaucoup ça pour la viande particulièrement, et du coup, on va revenir un petit peu là-dessus. Clairement, l'histoire du cru et du cuit, il faut savoir qu'il faut vraiment tout peser cru. C'est ça qui est le plus précis. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, parce que les valeurs nutritionnelles indiquées sur les boîtes, sur tous les aliments de manière générale, sur ce que vous allez retrouver aussi sur internet, etc., c'est quasiment toujours des valeurs pour le cru. C'est-à-dire que si c'est pas indiqué le contraire, que c'est pas marqué pour une portion préparée ou pour une valeur cuite, etc., c'est toujours pour du cru. Donc prenez en compte que ça sera toujours beaucoup plus précis du coup de calculer votre alimentation en cru. Ensuite, en fonction de l'aliment que vous allez choisir, son poids va énormément varier en fonction de son mode de cuisson. Donc si vous calculez en cuit, vous risquez de n'être jamais vraiment très précis. Et entre 2 jours du même aliment, vous pouvez avoir des grosses différences en réalité. Imaginons qu'il y ait eu un jour où vous ayez fait vos pommes de terre au air fryer et un autre jour où vous ayez fait vos pommes de terre par exemple à l'eau, eh bien le poids ne va pas du tout être le même. Au air fryer, elles auront perdu beaucoup plus de poids parce que l'air fryer déshydrate beaucoup les aliments et donc vous n'aurez pas du tout les mêmes valeurs. Au air fryer, même des pommes de terre qui sont censées théoriquement garder le même poids entre cru et cuit, eh bien au air fryer elles perdent à peu près 2 fois leur poids. Donc forcément niveau variation on peut être sur quelque chose d'assez énorme et donc vous pouvez vous retrouver à consommer beaucoup plus de calories que ce que vous ne devriez en ayant cette habitude de toujours peser cuit, on va dire, ou inversement, j'ai envie de dire aussi, peut-être vous ne consommerez pas assez de calories par rapport à ce que vous avez calculé, etc. etc. Donc c'est très important selon moi de calculer le cru toujours. Et même pour la viande, parce que c'est vrai que pour la viande, du coup, on entend toujours beaucoup cette histoire que oui, comme ça enlève l'eau, etc. Mais le problème, c'est que déjà, ça enlève l'eau qui est contenue dans les tissus, comme toi, en tant qu'être humain, tu as de l'eau dans tes muscles, etc. Donc c'est pas de l'eau rajoutée par les industriels ou je ne sais quoi pour faire gonfler le prix de la viande. Pour le coup, c'est juste l'eau contenue dans les tissus, c'est tout à fait normal, hein, comme tout
comme les légumes, comme tout être vivant sur Terre, tu vois. Et parce que oui, la viande avant c'était un être vivant du coup, et du coup voilà, donc faut bien prendre conscience que c'est logique qu'il y ait une diminution du poids une fois que c'est cuit, parce qu'il y a de l'eau qui s'enlève du coup. Il peut y avoir aussi parfois un peu de matière grasse aussi qui va s'enlever, etc. Des formes comment on dit, enfin, de collagène, mais c'est pas ça le terme, du coup c'est de tissu blanc, de tissu conjonctif, voilà, de tissu conjonctif, etc. Donc, qui peuvent fondre et se diluer en fonction du mode de cuisson aussi. Donc, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Et pareil, si tu fais cuire du coup ta viande au air fryer ou à la poêle, par exemple, tu n'auras pas le même poids. Si tu fais cuire ta viande 10 minutes à la poêle ou 20 minutes, pareil, tu n'auras pas forcément le même poids. Si tu la fais cuire à l'eau, etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, si tu veux être précis, il faut toujours que tu cuises tout, enfin, que tu pèses tout, pardon, en cru, et comme ça au moins tu es toujours sûr. Mais du coup, comment faire quand on veut, par exemple, faire à manger pour plusieurs jours ou quand on doit faire à manger pour plusieurs personnes. Imaginons, contexte, on va dire cas pratique, perso ça m'arrive assez régulièrement, c'est de devoir faire à manger pour deux personnes, pour moi et ma copine par exemple, et bien forcément elle va pas manger les mêmes portions que moi, donc je vais pas tout faire juste en x2 et après diviser par deux, tu vois. Imaginons que moi je dois manger 120 grammes de riz et qu'elles elles doivent en manger 80 grammes, ça nous fait un total de 200 grammes de riz. Donc moi je vais peser cru mon riz, je vais en peser donc 200 grammes, je vais mettre les 200 grammes dans la poêle, dans la casserole pardon, et je vais attendre que ça cuise. Une fois que c'est cuit, je pèse le total une fois que c'est cuit. Donc les 200 grammes devraient à peu près ressembler à, bon pour que ce soit facile on va arrondir à 3 grammes, on va dire que ça tombe net. Mais souvent le riz ça va plutôt être, je sais pas, 2,8, puis un coup ça va être 3,6, ça dépend du mode de cuisson encore une fois. Donc, disons que là, ça tombe tout pile à x3, donc c'est facile. Les 200 grammes que j'ai cuits se sont transformés en 600 grammes. Et bien moi, mon repas, c'était 120 grammes, donc je vais faire 120 grammes x3. Donc ce coefficient que j'ai obtenu, qui est le x3, qui pourrait être x3,2, x3,6, peu importe. Là, c'est x3, donc c'est simple. 120 x3, ça nous fait donc 360. Hop, je prends 360 grammes de riz cuit, ce qui me donne mes 120 grammes de riz cru. Pour elle, du coup, j'ai le restant où je pourrais très bien faire du coup 80 x 3. 80 x 3, ça me donne 240 grammes de riz cuit pour les 80 grammes de riz cru. Donc c'est facile. Et imaginons par exemple que tu fasses un gros morceau de viande qui prenne qui prennent du temps à cuire. Par exemple, moi ça m'arrive souvent d'acheter un rôti de bœuf, tu vois, parce que ça va être, ou un rôti de porc, etc. Parce que bah voilà, il y a une promo, il est moins cher, hop, j'achète comme ça un gros morceau. C'est un truc que tu vas pas couper un petit bout dedans et le faire cuire à la poêle, tu vois, c'est quelque chose qui nécessite une cuisson assez longue, qui va être soit au four ou à l'eau, et du coup, c'est assez chiant de faire à chaque fois, on va dire, tous les jours une cuisson de 40 minutes pour ton morceau, tu vois. Donc le plus simple, c'est que tu cuises l'ensemble et qu'après, comme ça, t'es plus qu'à diviser pour chacun de tes repas. Et bien du coup, tu as plusieurs méthodes. Soit tu prends, imaginons que le rôti, il fasse un chiffre plutôt rond, il fasse 600 grammes, et bien c'est facile, chacun de tes repas, à chaque fois tu manges 150 grammes, donc tu vas le diviser en 4, et ça sera facile, tu vois. Mais le plus précis et le mieux à faire selon moi, c'est simplement toujours cette même méthode, tu le pèses cru, donc il fait 600 tout pile, c'est nickel, tu le mets, tu le fais cuire, une fois qu'il est cuit, tu le pèses cuit, et là tu vois qu'il fait plus que 500 grammes par exemple, il a perdu un petit peu de poids. Et bien du coup, le coefficient que tu obtiendras, qui sera probablement, si tu passes de 600 à 500, le coefficient sera sûrement genre un x 0,80, un truc comme ça, tu vois, on va dire à peu près. Et bien du coup tu fais x 0,80 pour tes 150 grammes, et du coup tu sais que chaque morceau ça va être à peu près 110-120 grammes de viande, tu vois, une fois cuit. Donc c'est facile en réalité. Et tu peux faire ça pour plein de trucs, et puis comme ça te permet que, imaginons que un jour tu as besoin de 150 grammes, mais t'as un autre jour tu as besoin de 180, puis l'autre d'après tu as besoin de 110, au moins tu vois, tu peux toujours être beaucoup plus flexible, et c'est beaucoup plus précis et pratique de faire comme ça. Donc en vrai, bah voilà, une fois qu'il est cuit, tu le pèses, tu notes dans un coin où tu veux, sur un carnet ou dans ton téléphone, ou tu fais même un screen, tu prends en photo, peu importe, le poids cru et cuit, et comme ça tu as juste à chaque fois à refaire le petit calcul qui prend littéralement une seconde, et au moins on est bon là-dessus, et ça évite d'avoir des grosses erreurs, des grosses variations de 200-300 calories, de pas avoir assez de prod, d'en avoir trop, etc.
Voilà, tu vois, genre, surtout si t'es en déficit calorique, j'ai envie de dire que là, ça nécessite de la précision. Donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur comment traquer en soi ses calories, et vous voyez qu'en soi, avec des bonnes habitudes, c'est vraiment très facile. C'est vraiment une question d'habitude, c'est vraiment une question de... Vous voyez, là si je prends mon application de tracking, bah, en réalité, j'ai tous les aliments que j'utilise au quotidien qui sont directement en première page. En vrai, j'ai beau varier énormément mon alimentation, moi je ne mange jamais 2 fois les mêmes choses au quotidien. Genre vraiment, je varie tous les jours mon alimentation, mais à force, il y a quand même un roulement en réalité, tu vois. Genre, ça se trouve, tous les lundis, je mange les mêmes repas, et tous les mardis aussi, c'est juste que c'est jamais le même entre le lundi et le mardi, tu vois. Mais au final, c'est toujours un petit peu les mêmes aliments, mais répartis différemment. Donc en fait, ça prend une seconde, et au pire, je fais un copier-coller de la veille, juste 2-3 trucs à modifier, etc., etc., tu vois. En réalité, dans mon alimentation, je varie tous les jours, mais je fais un copier-coller de la veille à chaque fois, et je modifie par exemple, ok, ma source de glucides ce midi c'était ça, demain midi j'aurais plutôt envie que ça soit ça. Et du coup, j'ai juste ça à bouger, et en fonction des petits macros qui vont bouger, j'enlève 5 ou 10 grammes par-ci, 5 ou 10 grammes par-là, et c'est très simple. Du coup, voilà pour ce point-là. Et du coup, maintenant, je voulais parler du tracking lorsqu'on va être en cheat meal, ou quand on va être sur une diète un peu plus flexible, quand on va être en sortie, etc. Et du coup, comment traquer justement quand on va être dans ces situations-là où on est obligé un petit peu de faire une diète flexible, est-ce qu'on, quand on va manger en extérieur, etc., qu'on soit obligé ou non d'ailleurs, hein, comment réussir à faire rentrer, on va dire plutôt à estimer les calories et à les faire rentrer dans sa diète. Alors bien évidemment, il y a plusieurs techniques pour estimer. Le mieux, le plus simple selon moi en vrai, c'est de tout simplement de prendre une base de produits qui existe déjà sur ton application de tracking. Imaginons que tu ailles manger, je sais pas moi, un cookie, tu vois, tu te retrouves à manger, donc là on est juste sur une petite collation, un petit truc, donc c'est pas trop difficile. Imaginons que tu ailles manger un cookie, ça va être difficile parce que t'as pas forcément ta balance sur toi, tu sais pas quel poids il fait exactement, mais tu sais que c'est un plutôt gros cookie qui ressemble à un cookie de telle ou telle marque qui est connu. Et donc si tu prends par exemple un cookie, tu peux taper cookie et tu auras les calories par exemple des cookies Starbucks. Starbucks sur leur site internet, ils mettent les calories de leurs cookies par exemple. Et du coup, dans ton application de tracking, soit MyFitnessPal ou autre, tu auras sûrement quelqu'un déjà qui aura déjà qui aura déjà enregistré cet aliment qui est le cookie Starbucks, etc. Après, tu peux le faire toi-même. Moi, sur l'application que j'utilise personnellement, je peux remplir moi-même, créer un nouvel aliment s'il le faut. Et du coup, s'il y a des calories, par exemple, souvent on a les calories sur les sites internet des fast-food. Tu vois, tu vas avoir par exemple, je sais pas moi, le Big Mac, tu vas trouver sur le site de McDo combien de calories il fait. Et bien tout ça, tu le rentres dans ton application. Et imaginons par exemple, si on reste sur l'exemple d'un hamburger, tu vois, t'as pas trop d'idée de combien de calories il fait, mais tu vois que c'est un burger qui ressemble un petit peu, je sais pas moi, au steakhouse de Burger King, tu vois. Je suis même pas sûr de ce que c'est comme burger, mais j'ai déjà entendu ce nom-là, tu vois. Je crois que c'est un avec du bacon, je sais pas quoi. Donc tu peux déjà te dire, ok, ce burger-là, il ressemble beaucoup, genre imaginons que tu sois dans un resto, ce burger-là ressemble beaucoup à ce type de burger-là, tu vois. Donc tu peux aller directement retrouver cet aliment, entre guillemets cette recette, le steakhouse de Burger King, genre sur ton application de tracking, ou toi-même le rentrer parce que tu peux trouver les calories par portion sur Internet. Alors bien sûr, ça sera pas du 100% fiable, tu auras peut-être, je sais pas, plus de pain, moins de pain, plus de steak, plus de sauce, peut-être moins, etc. Ça dépend vraiment, mais tu peux déjà t'en rapprocher un petit peu et avoir une idée de combien de calories tu manges. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de prendre une marge haute, on va dire, surtout si tu es en déficit calorique, c'est-à-dire que au lieu de prendre une fois la portion, par exemple, imaginons que le burger soit marqué une portion égale 100 grammes égale 800 calories, tu mets fois 1,1, tu vois, un petit truc comme ça, ça fait que tu auras 10% de plus, tu peux te dire qu'au moins c'est la marge du doute, la marge de au cas où, et tu vois, bah 800 calories, ça fait que ça te le comptera à 880 calories, pardon. Donc c'est des petites... entre guillemets des petites astuces qui permettent d'éviter d'être trop dans ces cales, et du coup tu peux te permettre en faisant ça d'estimer un petit peu les calories que tu vas manger par-ci par-là. Attention à ne pas sous-estimer quand tu vas manger en extérieur tout ce qui va être source de lipides, parce qu'il faut se rendre compte que souvent ils mettent beaucoup d'huile dans les plats, beaucoup de beurre aussi, donc faire vraiment attention à ça pour le coup, ça c'est assez embêtant je trouve. Donc moi en général directement quand je mange dans un resto ou quoi, d'emblée déjà je mets 10 grammes d'huile dans les aliments que j'ai consommés, tu vois, même si j'ai mangé je sais pas un gratin de légumes avec juste un bout de viande, tu vois, obligatoirement déjà je rajoute 10 à 20 grammes
grammes d'huile en fonction de comment c'est gras, tu vois, en termes de sensation quand tu le manges, tu le vois tout de suite s'il y a beaucoup de gras dedans ou quoi. Comme ça, je sais que voilà, il y a des lipides de toute façon qui ont été utilisés à la cuisson, c'est logique. Donc voilà, tu vois. Donc sur ces points-là, tu vois, tu peux toujours trouver à réussir à adapter un maximum quand tu es dans une flexibilité, donc quand tu es dans une démarche où tu as besoin d'être flexible. Je trouve que c'est important du coup pour garder tous les aspects de vie sociale, etc., comme on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Mais après, ce que je voulais dire aussi, c'est surtout pas sous-estimer, tu vois. Ne te dis pas, ah ouais, ça fait que genre 400 cales, alors qu'en réalité, il y a certains aliments dans ta banque de données, du coup, dans la banque de données de l'application, qui sont le même type d'aliments, enfin le même type de produit. Par exemple, un cookie, c'est l'exemple parfait. T'as des tout petits cookies que t'achètes en supermarché, tu vois, les trucs en boîte, là, tu sais, des marques genre, je sais pas moi, granola ou genre de trucs, je connais pas forcément, mais qui vont être plutôt des cookies à 100 calories le cookie, ou tu vois, 150, parce que c'est des petits, tu vois. Prends bien en compte que toi, celui que t'achètes genre en boulangerie, ou que t'as, je sais pas, dans un café ou je ne sais où, il sera sûrement beaucoup plus gros. Si c'est un artisanal, un truc comme ça, il sera sûrement beaucoup plus calorique. Et des cookies, tu peux en avoir dès qu'ils font 150 cales, comme t'en as dès qu'ils vont faire 300, 400, je me suis déjà retrouvé à manger un cookie à plus de 500 calories en le pesant, etc. J'étais en mode, ah oui, ok, tu vois, le truc était solide, tu vois. Donc, faut bien prendre en compte ça, et surtout pas sous-estimer. Voilà, moi je sais que mes premières années de muscu, comme je suis quelqu'un de très gourmand, on va pas se mentir, j'avais tendance toujours à sous-estimer quand je mange en extérieur. Je me disais, ouais, en vrai, ça c'est pas un repas à 1000 calories, hein, j'ai encore faim et tout. Non, c'était bien un repas à 1000 calories, c'était même un repas à 1002, tu vois. Et en vrai, j'étais grave dans le déni en disant, ouais, ça m'a tout juste calé. Ouais, je pense que c'était un repas à 800 cales, parce que quand je mange un repas à 800 cales, ça me cale pareil. Ouais, non, mais mec, ouais, c'est pas les mêmes aliments, c'est aussi pour ça. C'est parce que là, c'est pas du riz blanc et du poulet sans huile, tu vois. Donc c'est normal. Donc ça, bien à prendre en compte, surtout pas sous-estimer, c'est vraiment une erreur qui est assez fréquente quand même, surtout si dans un contexte de perte de poids. Pour le coup, si tu fais une sèche, que tu cherches à perdre du poids, vraiment ne sous-estime pas, vraiment même surestime s'il le faut, voilà, c'est pas grave. Après, si tu fais ça dans un contexte de refeed, c'est un peu chiant de trop sous-estimer, je dirais, parce que du coup, tu n'auras peut-être pas refeed assez. Je me souviens, là, ma cut de cette année, bon, c'était pour une compétition, donc j'ai pas fait de, tous mes refeeds étaient, enfin, j'ai pas fait de cheat en fait, hein, j'ai pas cheaté pendant plusieurs mois et tout, évidemment, mais c'était à ma sèche de l'année d'avant, donc c'était juste une petite mini cut comme ça, tranquillement, avant l'été. Je me souviens que j'avais plusieurs fois, à chaque fois que je voulais refeeder un petit peu, je tapais plutôt en fast-food avec des potes et tout, et du coup, je faisais l'estimation des calories, mais je surestimais parce que j'avais pas envie d'être trop haut dans mes cales. Et à chaque fois, je me rendais compte que le refeed, il avait servi à rien. Genre, j'étais toujours aussi claqué, j'avais aucune énergie en plus et tout. Donc, peut-être que du coup, là, je surestimais peut-être un peu trop, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'était pas terrible. Donc, c'est quelque chose que je conseille pas forcément, bien sûr, c'est à éviter si tu veux être, bien sûr, à fond dans ta pratique. Mais bon, ça fait partie du jeu. En tout cas, l'erreur à éviter principale, c'est de sous-estimer, je pense, quand même. Et du coup, voilà. Et est-ce que j'ai abordé tous les points? Si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon script que j'ai écrit. Ouais, normalement, j'ai à peu près abordé les points, du coup, des cales en extérieur. Je crois que j'avais pas d'autres trucs à rajouter. De mémoire, j'oublie rien. Donc on va, je pense, aborder directement, je sais pas combien de temps on en est honnêtement, parce que tu as peut-être vu, il y a une différence de luminosité par rapport au début à la fin de la vidéo, parce que pareil, j'ai dû encore faire mon podcast en 2 fois, parce que, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, là, ma caméra surchauffe, et du coup, elle s'arrête complet, elle se vide de batterie, et du coup, bon, j'ai dû stopper ça, du coup, je suis allé faire mon training, et du coup, là, on est en post-training actuellement, là, je viens de finir mon repas post-training, donc peut-être qu'il y aura une différence d'énergie, je sais pas trop, mais surtout une différence de lumière, là il fait très gris dehors maintenant, enfin bref, du coup voilà, et du coup je sais pas à combien de temps on en est sur le podcast, sur l'épisode actuellement, parce que du coup il y a eu, je crois 15 minutes qui sont tombées à l'eau à cause de la caméra justement, donc logiquement on doit être à peu près là à 40-45 minutes d'épisode, je pense, ou ouais peut-être 40, donc on va aborder cette question sur la génétique dans le contexte du bodybuilding. Alors, donc la question initiale c'était
quelle est la probabilité de gagner des compétitions de bodybuilding en fonction de sa génétique? Alors, la question, pour la tourner un peu autrement, je dirais tout simplement quelle est l'importance, le degré d'importance de la génétique pour pouvoir participer à des compétitions de bodybuilding. C'est une question qui est vraiment intéressante, mais je trouve qu'on a trop tendance à surestimer l'importance de la génétique. Bien évidemment, pour gagner des compétitions, on s'attend donc à ce que tu aies bien sûr une très bonne génétique, une très belle ligne, tu vois. Donc ta génétique de segment osseux va être assez importante parce qu'elle va définir ta ligne. En deuxième point, tu auras aussi ta génétique en termes d'insertion musculaire, tu vois. Donc il y a certaines personnes qui vont avoir uniquement des muscles courts, donc ça va être un petit peu plus dur d'avoir un physique qui va être bien rempli, bien massif, etc. Pour autant, il y a des critères qui sont importants en compétition de bodybuilding, qui sont par exemple, en suivant bien sûr les catégories que tu vas choisir, hein, qui vont être par exemple tout simplement ta condition, c'est-à-dire ton degré de sèche, ton rapport du coup de masse musculaire conservée avec le moins de masse graisseuse, tu vois, donc ça c'est un point qui est extrêmement important, qui est peut-être, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, dans les critères en bodybuilding naturel d'autant plus, qui est presque le critère, j'ai envie de dire presque numéro un en réalité, la condition. Ensuite, tu vas avoir bien sûr la manière dont tu vas poser, parce que suivant ta ligne, déjà, si tu es un bon poseur de manière générale, que tu as un posing qui est fluide, qui donne envie, j'ai envie de dire, eh bien évidemment, tu vas gagner des points par rapport aux autres, mais en plus de ça, si tu sais bien poser et que tu sais mettre les poses à ton avantage, peu importe que tu aies une ligne un petit peu désavantageuse, des segments osseux qui ne soient pas forcément avantageux, tu peux réussir justement à contrebalancer tout ça. Donc ce qui compte au final, c'est vraiment ta prestation que tu vas faire sur scène, tu vois, j'ai envie de dire. Donc, si on compte que tu as tous ces différents aspects, que ce soit la condition, ton niveau d'aisance sur scène, etc., ton posing, même ta prestance, comme je disais, le niveau d'aisance, c'est aussi, tu vois, ton attitude sur scène, toutes ces choses-là vont faire qu'en vrai, même en ayant une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise génétique sur le papier, c'est-à-dire que tu as peut-être des segments longs là où il faudrait pas et des segments courts là où il faudrait, et puis des muscles courts à peu près partout, et ce genre de choses, enfin bref. Je veux dire, à moins que tu aies une vraie difformité, c'est-à-dire, sans parler d'handicap physique, mais à moins que tu aies vraiment, je sais pas, un vrai déséquilibre, vraiment, même, j'ai même pas en vrai d'exemple en tête qui serait pas des handicaps limite, tu vois, genre vraiment, je veux dire, à moins que t'aies pas vraiment un vrai, limite une malformation, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison qui fait que tu ne pourrais pas gagner une compétition de bodybuilding, parce que si avec le travail tu arrives à mettre assez de masse musculaire sur ton physique, que avec le travail tu arrives aussi à apporter une condition qui est incroyable, c'est-à-dire que tu as une masse, que tu es super sec, on va dire, que tu as une masse graisseuse hyper faible, et que en plus de ça, tu as une bonne masse musculaire bien développée sur plusieurs années, en vrai, il n'y a aucune raison qui fait que tu ne pourrais pas gagner de compétition de bodybuilding. Après, c'est sûr que si tu veux faire du haut niveau, là on parle vraiment du haut du panier, le top du top, que tu veux faire des compétitions naturelles à cash prize par exemple, tu vois, qui sont très très rares, des compétitions vraiment être parmi les pros, etc. Là je pense que bien sûr la génétique va jouer parce que forcément, tu vois, c'est comme tout sport. Dès que tu arrives dans du haut niveau, bien sûr, ceux qui restent dans le haut niveau, ceux qui sont dans le haut du panier, c'est des gens qui, à la fois, ont fait tous ces efforts-là de la première étape dont j'ai parlé, c'est-à-dire, ils ont réussi à mettre une bonne masse musculaire, ils ont une bonne sèche, ils ont une bonne attitude, ils ont un bon posing, etc. Ils ont coché toutes les cases, mais en plus de ça, ce qui fait qu'ils se sont démarqués, c'est que là, oui, ils avaient une bonne génétique, c'est-à-dire qu'ils avaient une belle ligne de base, que ça soit en termes de segments osseux ou d'insertion musculaire, et ils ont une belle symétrie, etc. Tu vois. Mais ça, c'est vraiment si tu veux faire du haut, voire même, j'ai envie de dire, du très haut niveau, surtout en bodybuilding naturel, tu vois, parce que le body naturel, il n'est pas encore développé comme le body, entre guillemets, classique, on dira, du coup. Tu vois, donc, j'ai envie de dire, oui, certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de niveaux quand même en body nati, mais en soi, tu peux te faire ta place dans une compétition, et je pense que n'importe qui peut gagner une compétition de body, je pense, honnêtement, simplement avec peut-être plus ou moins d'années, tu vois, il y en a, ils y arriveront dès leur 3e année de muscu, comme il y en a, ça sera au bout de leur 10e année, 5e année où ils font la compète, tu vois, mais je pense que c'est pas inatteignable au vu des différents critères qui vont être, du coup, observés pendant une compète, tu vois. Il y a tellement de critères, tellement de raisons de faire un bon ou un mauvais classement, j'ai envie de dire que
en soi, en jouant sur tout ça, tu peux bien sûr, si tu arrives à apporter le meilleur compromis, la meilleure version de toi-même en réalité, je pense que vraiment c'est accessible et atteignable pour n'importe qui se donne les moyens pendant X années, parce que ça prend des années, je pense, d'avoir le niveau pour pouvoir se permettre d'aller en compétition de body. Je pense que ça c'est un point qui est quand même important aussi. C'est vrai que, bon là je sors un peu de la question, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup, et c'est bien en soi, comme les compètes de body sont vachement développées ces dernières années, on voit beaucoup de mecs qui veulent faire des compètes, mais qui peut-être manquent encore un petit peu de masse musculaire, tu vois, c'est pas pour... là c'est pas du tout dans une idée de dénigrement bien sûr, mais c'est sûr que pour eux ça serait mieux qu'ils aillent dans des KT où il y a des catégories de poids par exemple, ou ce genre de choses, parce que voilà, t'as des mecs qui ont que 2-3 ans de muscu, ils veulent faire une compète, ce qui est très bien, c'est tout à leur honneur, mais il faut bien sûr qu'ils prennent en compte qu'ils auront forcément un rendu, voilà, que ça soit un camp de densité musculaire, mais ils auront simplement moins de masse musculaire qu'un mec qui a peut-être 7-8 ans de musculation, qui fait sa 3e année de compétition de body, tu vois, forcément, c'est pas du tout, j'ai presque envie de dire que c'est pas jouer avec les mêmes armes, quoi, c'est pas jouer avec la même expérience, donc c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement en vrai de toutes les fédés nati, etc., on a pas mal de compètes où aujourd'hui, voilà, on a toujours, comme j'ai fait cette année, du coup, une catégorie premier pas ou première compétition, etc. C'est plutôt intéressant parce que du coup ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas encore un gros niveau mais qui veulent direct se mettre dans le mood de la compétition de s'essayer, donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que par contre c'est quand même à prendre en considération que les compètes c'est quand même pas pour les débutants, parce que il faut avoir la masse musculaire nécessaire pour pouvoir te permettre déjà d'afficher la condition nécessaire pour être sur une compète de body, tu vois, clairement. Mais je pense que vraiment, par contre, pour le coup, voilà, gagner une compétition, pour conclure, je pense que c'est vraiment accessible à toute génétique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se cachent toujours derrière l'excuse de la génétique. Il y a encore beaucoup de monde qui vont être là, qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas la génétique pour, de toute façon, etc. etc. » J'ai envie de dire, franchement, mec, si tu fais le travail, si t'es un acharné et que tu manques jamais un training, qu'à chaque training tu t'envoies le plus possible, que sur la diète t'es carré de chez carré à l'année, franchement mec, tu peux avoir la pire génétique du monde, tu ressortiras toujours un physique qui sera bien plus exceptionnel que 90% des pratiquants de musculation en salle. Je te parle même pas de la population, je te parle des gens qui pratiquent en salle, tu vois. Donc clairement c'est pour ça que se cacher entre guillemets derrière l'excuse de la génétique, je suis vraiment pas fan, parce que pour moi c'est un peu voilà une fausse excuse. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont une génétique moins avantageuse, bien sûr qu'il y a des gens qui progressent moins vite que d'autres, même s'ils font tout bien, ils sont super carrés, tu vois. Voilà, c'est triste, c'est aussi, ça fait partie de la génétique, ça fait partie du jeu, mais dans tous les cas pour moi, si tu fais le taf suffisamment longtemps, c'est juste que ça te prendra plus de temps, il y a 100% de chances que tu sortes un physique qui soit exceptionnel et qui te permette de progresser à fond. Du coup, voilà un peu pour ce point. Je pense qu'on va pouvoir terminer du coup cet épisode en espérant qu'il soit pas trop long et pas trop ennuyeux, bien évidemment. Donc, je vais pouvoir arriver sur le petit closing, on va dire, comme d'habitude. Donc, si cet épisode t'a plu, je te laisse bien sûr liker, mettre la review du coup si t'es sur Spotify, t'abonner bien sûr à la chaîne du podcast ou à la chaîne YouTube. Bien sûr, va t'abonner à mes comptes Insta et TikTok du coup si tu souhaites voir un petit peu les stories au quotidien, du contenu, de la valeur ajoutée. C'est toujours de partager des réels qui sont un minimum intéressants, pas juste des trucs, voilà, pas juste du posing ou des trucs comme ça. Enfin, même le posing en soi c'est intéressant, ce que je dis, mais bref, j'essaie toujours d'apporter de la valeur. Et sinon, bien évidemment aussi, le code NMA-Minotaur sur Nutrimuscle. Et puis, pour terminer, si tu souhaites un coaching avec moi, je te laisse bien sûr cliquer sur le lien qui sera dans la description pour accéder à mon formulaire de contact pour le coaching en ligne. Et on se fait un petit appel, on se check tout ça comme j'expliquais au début de l'épisode et on voit ensemble comment je peux t'aider. En tout cas, merci du coup pour votre écoute. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif du coup là sur YouTube sur les prochaines semaines. J'essaye de m'y mettre un peu plus à fond à partir du mois d'août et normalement à partir du mois de septembre, on va vraiment avoir un planning vraiment régulier. J'attends de bien tout mettre en place. Je pense qu'il y aura
À mon avis, il va y avoir un changement de caméra aussi parce que vous voyez, elle me lâche assez souvent. Je pense que pour le coup, si je veux vraiment pouvoir filmer régulièrement et tout, je pense que le mieux c'est que je passe un step encore en plus sur la caméra, même si je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, on verra bien. Du coup, sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, continuez de bien vous entraîner. On lâche pas la diète, on lâche pas le training, on garde les efforts au max. Et je vous dis à la prochaine.